Donc Emmanuelle Martina Dupré, vous avez fait des études universitaires consacrées au rapport texte-image, travaillé pendant une dizaine d'années pour le Bureau international de l'édition française, ce qui vous a permis de travailler dans le secteur de l'édition jeunesse auprès de celles et ceux qui faisaient déjà son histoire, Jean Delas, Christian Bruel, François Fauché, Pierre Marchand, pour en citer quelques-uns. Et de l'édition à la création et à la conservation, il n'y a qu'un pas, franchi en arrivant au musée de l'illustration jeunesse de Moulins, où vous avez la responsabilité des collections, des commissariats d'exposition, l'organisation du Grand Prix de l'illustration, la mise en place de partenariats et celle de 2 résidences d'artistes chaque année, un en art visuel et en illustration. Voilà, donc nous, il nous semblait essentiel qu'Emmanuel puisse avoir l'occasion de présenter ce lieu d'illustration. C'est pas le seul en France qui existe, on reviendra sur la question de la cartographie, mais c'est quand même un lieu important. Et d'avoir à la fois ce côté exposition avec un parcours d'exposition permanente et le parcours d'exposition temporaire, et donc toute la communication, l'énergie et tout ça qui va avec, tout en faisant vivre des collections. Merci d'ailleurs à Hélène Vallotto et à Laurence Le Bohème pour l'invitation, parce que si le sujet nous est familier, finalement les occasions d'échanger sont plutôt rares et elles sont toujours riches en fait. C'est toujours une possibilité qui nous est offerte à toutes et tous de faire un retour d'expérience et de voir ensemble quelles sont nos problématiques communes et quels sont les enthousiasmes dont parlait Loïc et quelles sont aussi les difficultés qu'on peut rencontrer parfois, dont parlait Marine ce matin. Alors, bien sûr, nous, la question d'exposition, elle est au cœur de la vie du musée. Bien sûr, il était important pour nous de participer à cette journée parce que le musée existe depuis 2005, octobre 2005, et ses vocations, c'est de conserver et de valoriser. Et donc valoriser, bien sûr, on va le voir dans la suite de ma présentation, il est question des expositions. Alors, un espace inédit, oui, on a longtemps dit que c'était le seul, non, c'est pas vrai. On est un des rares lieux qui soit entièrement consacré à l'illustration jeunesse, c'est-à-dire un art graphique dédié à une industrie, c'est l'industrie de l'édition. Donc, nous sommes responsables de la conservation d'un fonds qui aujourd'hui est constitué de 6700 œuvres graphiques à peu près, voilà, du 19e siècle à aujourd'hui, et d'une collection d'ouvrages, il y a 12 000 titres. Voilà. Et au-delà des problématiques de conservation, il y a les problématiques de monstration. Alors les problématiques de conservation, elles sont importantes parce que le rôle d'un musée, c'est de savoir justement concilier la nécessité de rendre patrimoine ce qui peut-être ne l'était pas, ou ce qui l'est, de voir comment la patrimonialisation se fait, et puis au-delà de ça, de sensibiliser les publics les plus larges possibles à un art appliqué qui est encore méconnu, ou en tous les cas qui manque de reconnaissance, même si, et cette journée le prouve, le paysage est en train de se structurer, je pense, et c'est bien. Voilà, depuis l'ouverture du musée en 2005, on a vu une vraie évolution de ce point de vue-là. Voilà, alors, on disait la conservation, et on y reviendra effectivement, des œuvres graphiques, mais nous sommes en plus dans un lieu qui lui-même a une charge patrimoniale forte, puisque nous sommes dans un hôtel particulier, au cœur de Moulins, donc capitale du Bourbonnais, 2h30 de Paris en train, et le bâtiment lui-même, certaines des salles sont inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, donc le bâtiment lui-même, pour des missions qui sont des missions de conservation, d'exposition, et tout plein de pièges, tout plein de défis à relever. Voilà. C'est tout à fait intéressant. Alors, je vais, avant d'entrer dans la problématique de la conservation même, je fais une rapide présentation pour le plaisir de l'œil aussi de la collection d'œuvres graphiques, et puis je vous parlerai de notre nouveau parcours permanent. Je ferai un clin d'œil moi aussi à Loïc, comme il l'a fait tout à l'heure pour nous. Donc une collection qui est riche de 6700 planches, ça je l'ai dit tout à l'heure, d'artistes depuis Rodolphe Töpfer, Gustave Doré jusqu'à aujourd'hui, Georges Lemoine, Malika Doré et d'autres, et des œuvres
On ne s'interdit aucun médium, donc nous avons dans la collection des pastels gras, des pastels secs, des gouaches, des aquarelles, voilà. Ça c'est la collection d'œuvres, la collection d'ouvrages, donc 12 000 titres, je le disais tout à l'heure, et dans ces titres, une collection de bibliothèque rose, ça c'est un achat, ce n'est pas une donation, 317 ouvrages de la bibliothèque rose qui sont situés sur la bonne période 1861-1956. Je dis la bonne période parce que ça nous a permis de faire un partenariat avec la BNF, c'est-à-dire qu'il se trouve qu'il y avait un trou dans la raquette Gallica et que cette collection les intéresse, donc on est sur un projet. Il y a un premier lot qui est même entre les mains de la BNF pour un projet de numérisation. Voilà, avec après, on moissonnera, on espère, les notices pour pouvoir les valoriser à notre tour. Alors, voilà. Un musée entièrement consacré à l'illustration jeunesse, il nous semblait important d'expliquer aux visiteurs ce qu'est une illustration dans un livre. C'est-à-dire quel est le statut de l'image quand elle est reproduite dans un ouvrage jeunesse. Pour ce faire, nous avons un parcours permanent et nous avons constitué un conseil scientifique restreint avec Loïc, vous voyez, et Anna Castagnoli. Alors Loïc, il découvre un peu parce que ce parcours permanent, il s'est fait, la gestation a été relativement longue. On a commencé, on avait fait appel à Anna et à Loïc pendant le confinement, et puis pour des raisons, nous, qui sont aussi des raisons de programmation et de budget, la mise en place de ce parcours a été plus longue qu'on ne le souhaitait. Voilà. Donc ça, c'est ce que le visiteur, c'est un peu comme si vous y étiez, comme tout à l'heure nous étions à Lyon, là on se propulse un peu au-dessus, c'est comme si vous étiez le visiteur, et c'est ce que le visiteur découvre quand il arrive au musée. Donc le propos d'Anna, c'est de dire que contrairement à une idée reçue, et hélas encore courante, l'image n'est pas plus facile à lire que le texte, donc elle revient sur les codes secrets de la lecture et les codes de la lecture de l'image, en expliquant bien que effectivement une image, on n'apprend pas à la lire, et pourtant il y a un ensemble de significations qu'elle recèle qui sont non évidents et qui requièrent connaissance et attention. Dans cette même première salle du parcours permanent, il est aussi question de la variation sur un texte, c'est-à-dire comment, à partir d'un même texte, un ensemble d'artistes peuvent créer des œuvres extrêmement différentes. Alors on a comme ça plusieurs exemples, par exemple plusieurs variations sur le thème d'Hansel et Gretel. Ça va de Suzanne Janssen à Lorenzo Mattotti, en passant par Rascal et Nicolas Zulianis. On a aussi, c'est l'image du haut à droite, on a une deuxième salle qui, elle, est consacrée. Donc cette première salle, c'est vraiment voilà, l'image. Pourquoi l'image dans un livre pour enfants, ce n'est pas la même qu'ailleurs. La variété des styles et aussi comment le rapport texte-image fait un autre sens, prenait un autre sens. Voilà. Et à chaque fois, alors avant d'apporter la salle de Loïc, à chaque fois, nous, notre propos, c'est qu'il y ait de la médiation pour enfants. Donc à chaque fois, un double niveau de lecture. Là, on le voit, il y a une démarcation avec le grand titre « Les codes secrets de la lecture ». On a déterminé que au-dessus d'un mètre 10, c'est pour les adultes, les grands lecteurs, et en dessous d'un mètre 10, c'est plutôt pour nos petits visiteurs, avec toujours un mélange de texte et de manipulation. Voilà, on souhaite vraiment que le visiteur soit acteur de sa visite. Donc un deuxième espace qui est consacré à l'histoire du livre jeunesse, avec plus spécifiquement la partie que Loïc a écrite et illustrée, qui est consacrée à l'album moderne. On espère bientôt la parution du catalogue de ce parcours permanent. Voilà. Et puis une dernière salle qui, elle, est consacrée au lien qu'on pourrait établir entre l'histoire de l'art et l'illustration jeunesse. Il nous semblait important de dire que certains noms de l'histoire de l'art qui ont passé les années se sont aussi illustrés dans le domaine de l'édition jeunesse. Donc là, on a un ouvrage de Pierre Bonnat, on a un ouvrage de Sonia Delaunay, on a du Niki de Saint-Phal, du Andy Warhol,
Voilà. Et puis on a, alors vous voyez en bas à droite, on a une table tactile, ça c'est ce qui nous a bien occupé pendant le confinement, puisque pour des raisons de conservation, on ne peut pas présenter l'ensemble de notre collection tout le temps. On verra un peu plus tard, on a une salle de la collection permanente qui nous permet d'en présenter une infime partie, mais on a décidé de numériser un ensemble, donc là à peu près il y a 800 œuvres graphiques qui sont accessibles sur une table, et ça permet une navigation, donc on peut entrer, là on a un exemple, c'est une planche de François Place qui a été faite pour le roi des Trois Orients. Ce qui est assez magique, c'est qu'on rentre vraiment dans le dessin, dans le détail, et en plus la spécificité du travail de François, c'est vraiment cette miniature. Donc là on rentre à l'intérieur. Il y a des fonctionnalités qui vont être aménagées et développées. On a un timeline où on peut choisir quelles sont les illustrations qu'on a dans la collection qui ont été faites entre telle date et telle date. On a un quiz, on a un memory, enfin on a un puzzle, il y a un certain nombre d'autres jeux. Il y a d'autres applications possibles, mais on y travaille. Ça, c'est la dernière salle, donc avec la présentation des ouvrages d'Andy Warhol. Et puis, alors, nous aussi, on a décidé arbitrairement de présenter les ouvrages ouverts à une double page. Et donc, en bas, on a, vous voyez, des écrans, alors pas tactiles, c'est des écrans en fait qui permettent d'avoir à la fois une présentation de l'artiste, donc un peu sa biographie, sa production artistique, et puis un résumé de l'ouvrage et un feuilletage, voilà, mais un feuilletage aléatoire du dit ouvrage. Et puis en haut à droite, on voit un des cubes. Là aussi, dans la salle de l'histoire du livre illustré jeunesse, il y a des cubes qui sont mis à la disposition des jeunes visiteurs avec des questions, des manipulations et toujours les ouvrages à feuilleter et à consulter. Alors, au sein du musée, il y a plusieurs lieux d'exposition. Il y a un lieu qui est vraiment dédié à la collection, c'est la salle de la collection permanente, qui permet de présenter, donc j'ai dit une infime partie, c'est une centaine de planches. Aujourd'hui, on présente une centaine de planches de notre fonds, et on a agrégé à ce dispositif, là vous voyez, c'est une sorte de cabinet d'art graphique qui a été pensé, réfléchi, prototypé par une société de Clermont-Ferrand qui s'appelle Tangram, et ça permet, ce sont des tiroirs, ça permet effectivement de préserver les œuvres de la lumière des manipulations, elles sont à l'intérieur, et donc c'est un temps d'exposition qui peut être un peu plus long que les temps qui sont normalement requis pour tout ce qui est œuvre graphique. Et puis donc on agrège à ce dispositif des vidéos, parce qu'il nous semble important qu'il y ait le témoignage des artistes sur les œuvres qui sont dans nos collections. Là, vous avez l'exemple de Georges Lemoine, mais on a une petite série de films comme ça qui est en train de se constituer. On a aussi Henri Galeron qui explique comment il a changé de façon de travailler à partir du moment où il a illustré La pêche à la baleine sur le texte de Jacques Prévert. Il y a Angélique qui revient aussi sur le travail du livre de la jungle dont on a des originaux, Maïs sur Glaverie et d'autres. Ça se fait au fil des ans et en fonction des budgets, puis de la disponibilité des artistes aussi pour y parvenir. Alors ça c'est pour vous mettre en appétit, c'est un aperçu de ce qu'il y a aujourd'hui dans la salle de la collection permanente, des œuvres extrêmement variées, donc je le disais, que ce soit les médiums, ou que ce soit ou les supports. On a aussi des supports qu'en général en conservation on n'aime pas bien, par exemple Galeron, je le cite à l'instant. Galeron travaillait, pour la pêche à la baleine, il a travaillé sur plaques d'Isorel, ça c'est l'ennemi des conservateurs, mais on les a et on est très heureux de les avoir et très fiers de les avoir, bien sûr. Un petit peu vite, j'insiste, on a un coin des donateurs dans cette salle de la collection permanente parce qu'on a eu la chance de recevoir des donations importantes, et parmi ces donations importantes, il y a celle de Michel Dauphren, à laquelle on consacre une exposition actuellement. Il y a celle de Zahu, auquel on consacrera une exposition prochainement. Le travail de Laetitia Gali, bien entendu. Et puis des œuvres de Nicole Clavelou, donc Henri Galeron. Voilà.
Alors je le disais, il y a il y a la salle de la collection permanente, et puis il y a d'autres lieux d'exposition au sein même du musée. On a notamment dans cette aile néo-gothique que vous voyez là, l'exposition de nos artistes en résidence. Parce que le musée a développé depuis plusieurs années trois résidences d'artistes, enfin trois résidences. Une résidence d'illustration, une résidence d'art visuel et une résidence d'écriture de scénarios de court-métrage en lien avec le festival de court-métrage à Clermont-Ferrand. Et le principe, alors je vais évoquer surtout la résidence illustration, le principe c'est d'exposer l'artiste arrivant, donc d'exposer les travaux qu'il a fait avant son temps de création, et à l'issue de ces 3 mois, parce qu'il reste 3 mois avec nous, de présenter son travail. Voilà. Donc ils changent de lieu, quand ils arrivent ils sont sous la verrière, et puis dans l'aile néo-gothique, et puis quand ils ont terminé leur temps de création, ils ont droit à la verrière, voilà, qui est un lieu qui a été créé vraiment un peu hors musée, enfin tout à côté, pour justement permettre ce temps d'exposition. Et puis il y a des expositions hors les murs, et bien sûr le musée a une politique de prêt, une politique d'emprunt et une politique de prêt, et on prête régulièrement soit des œuvres, on l'a fait pour Lyon très, très volontiers, on le fait pour Strasbourg actuellement avec l'exposition qui se termine sur Réalis. On a prêté des œuvres d'Alain Gauthier et des œuvres de Nicole Clavelou là aussi sur cette thématique. Et on prête parfois des expositions. Enfin, si une thématique nous est suggérée, ça a été le cas avec Vichy Culture, ils voulaient une exposition sur le thème de l'eau. Et ensemble, on leur a fait une proposition de corpus. On a essayé de l'adapter au lieu et après on a travaillé ensemble sur la communication et l'aspect scénographique et médiation. Voilà, alors je le disais tout à l'heure, exposer des illustrations originales, puisque nous c'est d'abord notre propos, même si on expose aussi des ouvrages, et je leur parlerai, c'est tenir compte de la fragilité des supports, c'est penser le discours expographique et c'est mettre en place des outils de médiation. Alors, la fragilité du support, oui, bien sûr, c'est du papier, c'est un matériau microscopique qui est sensible au changement de température, qui est sensible surtout à des changements d'humidité relative. Et on se doit, nous, de veiller à la bonne conservation des originaux, soit qui nous sont confiés le temps d'une exposition, parce qu'il y a les œuvres de notre collection permanente, mais il y a aussi ce qui nous est prêté. On a eu l'occasion de faire des emprunts à des institutions prestigieuses. On a emprunté à la BNF. J'ai le souvenir d'avoir vu les œuvres de Babar arriver dans la cour dans un énorme camion. C'est dommage, j'ai pas pris de photos parce que c'était vraiment. C'était très drôle parce que c'était Karine Picot qui accompagnait, qui faisait convoi d'œuvres. Et on avait quelques originaux de Laurent et de Jean Brenoff dans un énorme camion avec une couronne. Donc on avait vraiment Babar, Céleste et les enfants qui arrivaient dans un convoi exceptionnel dans la cour de l'hôtel de Morat. C'était impressionnant. On a emprunté aussi à la médiathèque François Sagan, au musée de Ungerer pour une exposition qui était consacrée à l'artiste. Voilà. Et on est tenu, bien entendu, de respecter tout ce qui est lié à la conservation du pavé et aussi donc à la durée d'exposition, si bien qu'on devrait faire des expositions de 3 mois. C'est 3 mois d'exposition, 2 années en réserve. Alors je dis on devrait parce que pour des raisons de médiation, des nécessités de l'ouverture de notre musée au public, on prolonge régulièrement les temps d'exposition, on les prolonge en général jusqu'à 5 mois, 4-5 mois. Voilà. Au-delà, on travaille sur la rotation des œuvres. On emprunte le double des œuvres aux artistes ou aux institutions partenaires et on fait une rotation à 3 mois, voilà, pour être vraiment le plus respectueux possible, sachant que les dégâts qui sont causés par les lumières, alors nous il n'y a jamais de lumière naturelle, mais voilà, tous les dégâts sont irréversibles. On a aussi, tu en parlais Loïc, toi, Lyon a la chance d'avoir en régie un atelier technique, nous aussi, donc ça c'est très pratique, c'est-à-dire que les œuvres qui nous sont confiées ou les œuvres que nous exposons, nous avons la chance de pouvoir faire réaliser les passe-partout en interne et de pouvoir aussi faire les accrochages. Alors, ça c'est l'accrochage dans la salle de la collection permanente, mais c'est un petit aperçu
non exhaustif des différentes expositions que nous avons eu la chance de présenter dans nos murs. Voilà. Bien sûr, à chaque exposition, puisque nous avons une programmation d'1 à 2 expositions thématiques chaque année, il y a la salle de la collection permanente, mais il y a la programmation à l'étage des expositions temporaires, et à chaque fois, c'est l'occasion, bien sûr, de renouveler une présentation, de renouveler le discours expographique, et puis de renouveler la scénographie et les outils qui seront les outils donc, du service de médiation. Alors, pourquoi est-ce que je disais que le discours expographique est un objet de réflexion? C'est parce que, bien entendu, pour séduire le public, il faut faire appel à la fois à sa sensibilité, ça va être le propos du commissaire d'expo en lien avec le scénographe, et puis souvent on fait appel à la mémoire aussi des visiteurs. Et ce qui est difficile, de fait, c'est que le récit visuel est assez spécifique. Chez nous, les illustrations qui sont au départ réalisées pour être reproduites dans des ouvrages, en vis-à-vis avec d'autres ou en vis-à-vis avec des textes, à 20-30 cm du regard, là, elles sont décontextualisées complètement. C'est-à-dire qu'on a des planches, des planches d'œuvres d'art, des planches originales d'illustrateurs, d'illustratrices, et il faut scénariser ça. Donc c'est toute la difficulté. Et comme je le disais, en plus on a un accrochage qui est très normalisé. On est à 1,10 m du sol, systématiquement. Les œuvres sont dans des passe-partout, dans des cadres, qui a tendance aussi, même si ça donne un statut à l'œuvre graphique, ça on en a conscience, c'est-à-dire que le fait de mettre un cadre autour d'une planche originale, ça lui donne un nouveau statut, mais en même temps, ça l'isole, et quelque part, de toute façon, ça le coupe de son propos initial, qui était d'être en lien avec un texte et dans un principe de feuilletage de l'ouvrage. Donc chaque expo se compose comme une nouvelle partition, qui va, ça aussi Loïc l'a évoqué tout à l'heure, de la maîtrise de l'éclairage artificiel, qui est une composante essentielle de la réussite de l'expo, mais aussi l'écriture des textes, l'écriture des titres, savoir si on va faire appel ou non aux nouvelles technologies, si on va insister sur les maquettes, si on va rajouter des éléments sonores. Voilà. En fait, l'exposition, c'est comme une œuvre, elle aussi. Elle est composite et elle est réalisée par un collectif et elle est toujours un peu expérientielle, je dirais. Sachant que le scénographe est effectivement celui qui a le rôle essentiel dans tout cela. Alors là, ce sont des exemples de scénographie sur des expositions passées. Ça va de la chambre d'Odette qu'on avait reconstituée pour un clin d'œil à l'univers de Philippe Dumas, à un jeu de loi qui avait été imaginé par le service des publics pour l'exposition Benjamin Rabier, l'exposition Béatrice Poncelet. Alors ça a été amusant parce que c'est l'occasion, je dis qu'on fait des prêts entre institutions et même parfois entre artistes et nous, et on prête aussi le dispositif scénographique. C'est ce qu'on a fait pour l'exposition Béatrice Poncelet, qui a eu une deuxième opportunité de trouver son public ici à la médiathèque Françoise Sagan. C'était le souhait de l'équipe de la médiathèque et de Béatrice, et on l'a fait très volontiers. Il s'est trouvé qu'elle avait été charmée par le dispositif de mise en scène de ses œuvres, et on l'a ainsi très volontiers déplacé. L'exposition Karl Kneut, alors Karl c'était très particulier parce que lui-même avait, pour certaines de ses œuvres, déjà trouvé des cadres. Karl, il va dans les brocantes à Gand et ailleurs, et il va chercher les cadres les plus baroques les uns les autres, et il nous avait dit, mais vous pouvez en changer, vous pouvez enlever les cadres si vous voulez. On a dit non, surtout pas. On va profiter justement de ce que toi-même tu as donné un statut à ton travail pour jouer sur cette idée et créer des ambiances qui donnent à chacun de tes originaux, à chacune de tes œuvres originales, la possibilité d'être vue comme une œuvre d'art à part entière. Ça, c'était vraiment très très important. Voilà, l'exposition d'Arc-Castor et l'exposition d'Olivier Desvaux. Nous, notre enjeu, c'est effectivement de montrer l'œuvre originale et de montrer à tous nos publics, je ne dirais pas quelle est la différence entre l'œuvre imprimée et l'œuvre originale, mais de plutôt être sensible à la manière dont l'œuvre originale a été créée. Ça, c'est vraiment... Et de montrer aussi, quand on le peut,
Oui, j'en viens en arrière. Non, mais si vous voulez que j'en vienne en arrière, j'en viens en arrière. Je viens en arrière, c'est pas un problème. Juste pour la... Voilà, parfait. C'est le travail de Kitty qui nous intéresse. Oui, je comprends. Nous aussi, il nous intéresse. Et alors, alors voilà, vous me donnez l'occasion, tant pis si je prends du retard, non, vous me donnez l'occasion de raconter une anecdote, c'est que pour les originaux de Alors de Place, ce sont des œuvres qui font partie de la collection permanente du musée. Et on se rencontre avec Kitty et moi j'étais partie sur parce que dans la collection il y a à la fois des œuvres isolées et puis parfois il y a l'ensemble des planches d'un album. Et Kitty, on s'était dit avec le comité scientifique responsable des acquisitions qu'on aimerait bien faire rentrer l'enfant Racine. Donc je vais la rencontrer puis elle me dit c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que je crois qu'il veut pas me quitter celui-ci. C'est pas une bonne idée. J'ai déjà essayé de le vendre, ça n'a pas marché. Alors j'ai dit bon, je me dis suite comment on va faire. Et puis il me dit mais si tu veux je te montre d'autres choses et puis si tu veux je te montre les originaux d'alors. Alors quand j'avais l'ouvrage moi entre les mains, et l'ouvrage c'est un tout petit livre, elle me dit bien d'ailleurs que ce qui comptait pour elle c'était un peu la façon de Béatrix Potter de faire des livres petits chez Pastel qui puissent tenir dans la main des enfants. Et donc je lui ai dit bah écoute, oui, je m'attendais à des originaux hyper rikiki, parce que ça c'est une autre anecdote. Mais il y a des artistes qui disent non mais ça je peux pas vous vendre, c'est trop petit. Et quand j'ai vu les originaux chez Kitty de alors, ça a été un effet waouh incroyable parce qu'en fait, ce sont des planches A3, c'est même un peu plus grand que l'A3. C'est au crayon, mais il y a une espèce de vibration sur les noirs en particulier. Et puis en plus, ce livre, c'est l'histoire d'une attente et c'est un théâtre. Elle l'a pensé comme ça. On rentre dans le théâtre de cette chambre d'enfant où les objets transitionnels vont arriver les uns après les autres et se demander quel moment l'enfant va arriver pour le fameux rituel du couchage. Et ça a été une magnifique rencontre et ce plaisir de l'observation de l'original, c'est ça qu'on veut transmettre nous à nos publics. C'est que au-delà du plaisir de lire, au-delà du plaisir de l'histoire, c'est qu'ils aient cette... alors, les festins d'Al, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais quand même, c'est la confrontation en tous les cas avec l'œuvre originale qui nous paraît vraiment être essentielle. Voilà. Et même si, effectivement, c'est une autre anecdote, ça c'était Philippe Corentin qui m'avait dit mais vous n'allez pas m'acheter ça, c'est trop petit, c'est rikiki, c'est pas... Je lui ai dit bah si, parce que franchement, les avatars d'un chercheur de querelle, ça va devenir du patrimoine dans quelques années, donc si, c'est ça qu'on peut vous acheter. Mais ça c'était... Ça fait partie des anecdotes qu'on peut avoir quand on rencontre les artistes. Donc, montrer l'original, ça c'est notre enjeu principal. Et puis montrer les travaux préparatoires et expliquer le processus créatif. Voilà, c'est vraiment expliquer ce que c'est qu'un chemin de fer, expliquer ce que c'est qu'un croquis, ce que c'est qu'un... voilà, les travaux préparatoires, montrer la palette de l'artiste quand c'est possible, et aller jusqu'à montrer l'original. Certains artistes sont un peu avares de ce genre de confidence sur leur processus créatif, et puis d'autres, puis certains n'en ont pas, ou certains les ont jetés, alors ça c'est vraiment pas bien. Pour celles et ceux qui défendent des artistes, dites-leur de ne rien jeter, jamais. Jamais, parce que ça c'est vraiment le désespoir du conservateur quand les choses sont jetées. Et certains sont au contraire très riches d'anecdotes, et puis surtout ils ont gardé les travaux préparatoires. Donc ça c'est vraiment très très... Pour nous c'est très précieux. Et puis bien sûr, alors moi j'ai pas trop insisté sur les coulisses du montage d'une exposition, mais je voudrais insister sur la façon dont on fait vivre chacune de nos expos. On a la chance d'avoir un service des publics complètement intégré en fait à l'équipe muséale. Donc le service des publics, il existe depuis l'ouverture du musée en 2005. Et aujourd'hui, c'est 2 personnes à temps plein qui s'occupent de la médiation. Et depuis 2014 en plus, on a un professeur correspondant de culture. Et c'est une mise à disposition par l'éducation nationale d'un professeur relais. Ça nous permet de nouer des liens plus étroits avec les établissements scolaires et puis de savoir un peu quelles sont les attentes des enseignants et de mettre en place des outils qui pourront leur être utiles.
Donc, pour chaque exposition, en fait, il y a à la fois des visites en autonomie qui sont proposées aux visiteurs, et puis aussi une offre visite plus atelier. Parce que, comme nous sommes un musée de l'illustration jeunesse, la médiation est plurielle, c'est-à-dire qu'il faut sensibiliser aux arts plastiques, il faut sensibiliser au livre, bien sûr au livre jeunesse, et sensibiliser à la lecture de l'image, à l'illustration. Et sensibiliser aux arts plastiques, ça occupe une bonne partie du temps de nos équipes de médiation. Même si ces dernières années, on s'en rend compte, les groupes sont de plus en plus, enfin les visiteurs, on est nous, je ne vais pas donner le chiffre de fréquentation, on est les bonnes années à 18 000 visiteurs, et les années Covid, je ne vous le dis pas, et les années sans Covid et moins bonnes, on est autour de 15 000 visiteurs. Voilà. Donc sachant qu'on a 1 à 2 expositions temporaires chaque année, et les expositions de nos artistes en résidence. Voilà. Mais le service des publics propose des ateliers de pratique qui sont précédés d'une visite, en général, en individuel, tout au long de l'année. Alors pour ceux que ça intéresse, pour les enfants de 4 à 6 ans, et pour les enfants de 7 à 10 ans, toujours en lien avec les expos temporaires. Et selon les expositions, il y a des ateliers ou des stages pour adolescents qui sont également mis en place. Voilà. Une offre en direction des familles a aussi été mise en place. Et puis, en fonction des expositions, le service des publics enrichit et diversifie bien sûr les offres proposées. Il y a des dossiers pédagogiques systématiquement, des dossiers d'activité qui sont élaborés en étroite collaboration avec, donc je le disais, l'Éducation nationale, grâce au professeur Relais. Et ces dossiers sont disponibles en format PDF, sur demande, téléchargeable sur le site internet du musée. Depuis plusieurs années, la médiation numérique, j'étais très intéressée par ce que disait aussi la personne ce matin de Toulouse, la médiation numérique se met en place dans nos salles. Il y a des applications tactiles qui sont développées par un prestataire extérieur. On met des QR codes dans les salles d'exposition. Voilà. Le visuel constitue aussi, le virtuel c'est bon. Le virtuel constitue un axe fort aussi de cette politique des publics et une ressource complémentaire dans le cadre des visites en autonomie pour les familles, les groupes scolaires et périscolaires. Et par ailleurs, dans le cadre de la politique interministérielle de l'éveil artistique et culturel, menée par le ministère de la Culture et le ministère des Solidarités et de la Santé, des lectures partagées et des visites sensorielles sont proposées pour la première fois sur l'exposition Michel Dauphren. Là, vous l'avez, j'ai assisté hier en prenant le train à une de ces lectures avec le réseau des assistantes maternelles de Moulins, la RAM, et c'était tout à fait étonnant de voir les enfants, enfin ça allait de 0 à 3 ans, il y avait des bébés sur le tapis d'éveil, parce que dans une des salles de l'exposition, en l'occurrence de Michel, l'Échappée Belle, il y a un dispositif qui est vraiment pour eux. Il y a du son, il y a du tactile, il y a du toucher, il y a tout. Et puis il y a aussi, alors vous avez une image là, c'est la première salle de l'exposition consacrée à Michel Dauphren. Et ça c'est pour vous montrer comment le service des publics et le commissaire d'expo travaillent vraiment de concert pour chaque projet. Là c'est, parce que le module pédagogique est très conséquent sur la surface d'expo. Vous avez des originaux de Michel pour un livre qui s'appelle Tic Ticket, publié aux éditions de Père Castor. Donc c'est le début de Michel, ça, les années 70. Et en dessous, vous avez ce module d'activité pédagogique qui est proposé pour que les enfants puissent, avec des petites loupes, observer une reproduction de l'image. Il y a un original au-dessus qui propose une variation, parce que Michel, elle a fait beaucoup d'esquisses, beaucoup de travaux préparatoires avant les originaux définitifs. Et là, il y a un petit jeu de trouve ce qui est différent, et puis aussi de la manipulation. Il y a toujours dans nos expositions le souhait que les enfants soient observateurs, qu'il y ait de la manipulation et qu'il y ait de la lecture. Alors là, on n'a pas le livre, mais normalement il y a la lecture de l'ouvrage, bien sûr. Oui, il faut que j'accélère. Alors, j'allais très vite.
Oui, une opération aussi des biberons. Voilà. Donc la médiation et le pluriel, je le disais, initiée aux arts plastiques, sensibiliser. Ça, c'est un des modules pédagogiques qui avait été conçu par le service des publics sur l'exposition Olivier Desvaux. C'était un petit carnet de voyageurs avec des cartes étapes à l'intérieur. Voilà. Il y a aussi des temps de sensibilisation à la lecture. Ça, c'est le quart d'heure lecture avec le rectorat. Voilà. Je vais dire des choses. Ce qui est important pour nous, c'est aussi qu'il y ait du lien avec les artistes. Là, en l'occurrence, on retrouve Kitty. C'était pour son exposition il y a quelques années. Et alors voilà, pour conclure, avant de conclure, je voudrais quand même insister sur la question de la représentation. Voilà, parce qu'on l'a évoqué ce matin, il y a la question des droits. Et ça, c'est une question, effectivement, nous, qui peut nous freiner, qui peut nous limiter dans nos actions. C'est que la plupart des artistes qui sont exposés au musée ne sont pas dans le domaine public. Alors, on s'en réjouit, parce qu'ils sont toujours là, on peut dialoguer avec eux, on peut faire des projets d'exposition concertés. Ça se fait aussi, bien sûr. Parfois, c'est du co-commissariat d'exposition avec l'artiste lui-même. Ça a été le cas avec Béatrice Poncelet, qui était très partie prenante du projet. Et puis, mais il y a la question, effectivement, de la reproduction des œuvres. Qui dit médiation, qui dit communication autour de l'exposition, dit droit. Et là, c'est compliqué parce qu'il faut demander, le droit patrimonial a été cédé à l'éditeur, donc il faut demander à l'éditeur, il faut demander à l'artiste. Et parfois, c'est compliqué. C'est aussi la raison pour laquelle, par exemple, sur le parcours permanent, le catalogue est un peu long à être édité, c'est qu'il y a toute une question de négociation des droits. Voilà. Qui se fait. Et puis, oui, je voulais terminer par quelques interrogations. Les expositions que nous montons, alors souvent on nous appelle en disant est-ce que vous voulez exporter, est-ce qu'on peut les accueillir. Alors on l'a vu, il y a la question de la conservation. Donc sur des œuvres originales, on va attendre le temps qu'il faut en réserve avant de pouvoir reprêter les œuvres. Mais quand on le peut, vraiment, c'est très volontiers. Et puis encore faut-il savoir que nos fonds existent, et ça c'est une question qui est ancienne, on l'avait déjà posée avec Jacques il y a longtemps, mais on la pose encore, même si ça avance. Il y a la question de la cartographie des fonds d'illustration jeunesse. On aimerait que, voilà, on identifie de mieux en mieux les lieux de conservation, mais pas toujours les collections. Pour une exposition qui était l'exposition J10 ans en 2015, donc pour les 10 ans du musée, on avait travaillé avec l'IMEC, l'Institut Mémoire d'édition contemporaine. C'est un peu compliqué, voilà, on sait qu'ils sont dépositaires d'un certain nombre d'archives d'éditeurs, et notamment les archives Gauthier-Langros. Donc pour Agnès Rosenstiel et Mimi Cracra, on savait que c'était là qu'il fallait aller, mais ça a été un peu, c'est parfois des parcours pas simples d'aller jusqu'aux illustrations, enfin, de savoir où elles se trouvent, voilà, parce que les signalements sont rares. Voilà. Et puis je voudrais vous dire qu'en 2018, oui, je conclue par encore plein de beaux projets, bien sûr. Là, c'est Michel Dauphren qui est dans la dernière salle de l'exposition, qui a été étonné et enthousiasmé par la scénographie. On a fait un clin d'œil à son album Papillon Bleu avec des papillons en papier ignifugé qui ont été installés à bout de bras par l'équipe, mais ça a été un vrai plaisir. Et de la voir souriante le jour du vernissage, le 1er décembre dernier, nous remercier tous, voilà, ça fait partie de la reconnaissance dans ce métier. Cette année, en 2023, le musée aura 18 ans, il devient majeur, et ce qu'on lui souhaite pour sa majorité, on est en train de rédiger, on a même bien avancé sur la rédaction du projet scientifique et culturel, et donc on espère une appellation Musée de France, ce qui donnera de la reconnaissance au travail de l'équipe, ce qui donnera aussi de la visibilité à nos fonds, à nos collections, et ce qui permettra à d'autres artistes éventuellement d'envisager de nous faire des donations. Ça c'est dit. Merci pour votre écoute.